Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de certaines causes qui ont produit d'une des pires pages de l'histoire de France, malheureusement par rapport à la défaite de l'armée française contre l'armée allemande pendant la campagne de France de mai-juin 1940. Il y a certaines personnes encore qui croient que les Français n'ont pas combattu férocement et qu'ils étaient des lâches envers les Allemands, mais que c'était le contraire en vérité. Même si c'est vrai que cet épisode fait des débats encore entre historiens depuis la fin de la guerre en Europe en 1945, je vais essayer de vous donner quelques arguments, comment la France est tombée rapidement, et je vais vous mettre des liens de vidéos en bas comme d'habitude, qui vont vous expliquer ce qui s'est vraiment passé pendant la campagne de France. Une politique à puissance face à l'Allemagne. Hitler n'a pas engendré le nationalisme allemand car à l'issue de la guerre 14-18, avec le traité de Versailles, l'Allemagne perd de vastes territoires et se trouve astreinte à des indemnités considérables. La République de Weimar, poussée par l'opinion allemande, communiste compris, considère le traité de Versailles comme un dictat car beaucoup pensaient que leur pays n'ont pas été envahi par les troupes alliées donc pas vraiment vaincues. À Berlin, le gouvernement social-démocrate fait obstacle au règlement des indemnités de guerre. En 1921, les Français ripostent en occupant 3 villes de la Ruhr, puis en 1923 avec les Belges de la totalité de la région. Mais les Britanniques sont hostiles afin de ne pas laisser trop de la puissance à la France sur le continent. Le sentiment pro-allemand était développé chez les élites anglaises et Londres s'oppose constamment aux mesures de restauration envisagées par Paris du gouvernement de la majorité de droite Raymond Poincaré et d'Alexandre Millerand. Depuis 1919, partisan d'une politique de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne. En 1924, après la victoire de cartel de gauche, le socialiste Aristide Briand devient ministre des Affaires étrangères et avec son gouvernement va appliquer la loi de réconciliation franco-allemande entre les peuples et avec quelques exemples comme un plan signé à Londres qui prévoit d'étaler dans le temps la dette allemande, l'évacuation de la Ruhr et de Cologne en Allemagne, la démilitarisation de la Rhénanie, l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations en 1926 avec l'aide du ministre des Affaires étrangères britannique Chamberlain avec cette phrase de Briand: arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, les voiles de deuil, place à la conciliation, à la paix. Avec son homologue américain Frank Kellogg, fait signer en 1928 par 64 nations, dont l'Allemagne et l'URSS, un pacte visant à mettre la guerre hors la loi. Le plan Young, signé à Paris en 1929 pour alléger les paiements de l'Allemagne jusqu'en 1988 et en juin 1930 où Briand fait de nouvelles concessions en faisant évacuer la Rhénanie 5 ans avant l'échéance prévue par le traité de Versailles. Situation en Allemagne. À l'élection présidentielle d'avril 1932, Hitler échoue devant Hindenburg. Mais en juin, en législative, son parti, les nationaux socialistes, gagne 230 sièges en devançant toutes les autres formations. Et quelques jours avant la conférence de Lausanne, en Suisse, avait mis fin aux réparations de guerre allemandes. Le 30 janvier 1933, Hitler est chancelier du Reich. L'Allemagne quitte de la Société des Nations et à la mort d'Hindenburg en 1934, Hitler sera le maître absolu dans son pays en cumulant les fonctions de président et chancelier aussi. En 1934, l'assassinat du chancelier autrichien Dollfuss au cours d'une tentative de putsch de nazis autrichiens et mars 1935, Hitler annonce le rétablissement du service militaire en Allemagne. Le 7 mars 1936, Hitler fait un coup de force.
ses troupes envahissent la zone démilitarisée de la Ruhr sur la rive droite du Rhin et la Rhénanie sur la rive gauche. Le président du Conseil en France, Albert Sarron, assure par ses phrases qu'on ne laissera pas Strasbourg sur le feu des canons allemands. Mais les élections sont proches. Le haut commandement français estime n'avoir pas les moyens de réaction sans une mobilisation générale et l'Angleterre fait savoir qu'elle ne suivrait pas. En Autriche, Berlin exerce une pression croissante. Le chancelier autrichien fait la tournée des capitales européennes, mais nul ne se soucie de lui. Le 12 mars 1938, la Wehrmacht envahit le pays. Le 13, l'Autriche est annexée et la France, avec l'Angleterre, reste muette malheureusement. 2 mois plus tard éclate l'affaire des Sudètes, une minorité allemande de Tchécoslovaquie qui réclamait son rattachement au Reich. Et Hitler prépare un plan pour une intervention militaire. La France n'a pas les moyens d'y répondre, car en 1936, un effort budgétaire a bien été engagé en faveur de la défense, mais le réarmement allemand s'effectue à une cadence qui creuse la distance entre les deux pays et l'Angleterre, qui n'a pas d'accord avec Prague, négocie directement avec Hitler. La production française d'armement est accélérée à l'issue de cette crise, mais malheureusement insuffisant. Le 15 mars 1939, l'Allemagne occupe ce qui reste de la Tchécoslovaquie. Le 1er septembre, c'est au tour de la Pologne d'être attaquée. Et le 3 septembre 1939, Paris et Londres ouvrent les hostilités contre Berlin. Une gauche majoritairement pacifique, le comportement des communistes, et la droite avec les monarchistes majoritaires anti-allemands en France. Lâchée par l'Angleterre, la France s'est retrouvée seule durant 20 ans face à l'Allemagne. En 1939, l'opinion publique et même le haut commandement français pensent encore que le pays constitue la première puissance militaire du monde. Le pacifisme en France vient en partie de l'épisode de la guerre 14-18 et de ses conséquences tragiques malheureusement. De 1914 à 1918, 8 millions d'hommes ont été mobilisés. d'1,5 million ont été tués et 3 millions ont été blessés. Dans les mémoires et dans les chairs, l'horreur des tranchées demeure. Car au cours de la Grande Guerre, près d'un tiers des hommes de 18 à 27 ans sont tombés. Autant de pertes potentielles qui n'ont pas eu d'enfants. En 1935, les décès s'emportent sur les naissances en France. C'est un pays vieillissant et fatigué aussi, contrairement à l'Allemagne où Hitler bénéficie du soutien de l'armée, point l'augmentation de population, et surtout que ces dernières est préparée mentalement à prendre sa revanche de 1918. Après la disparition de Clémenceau et de Poincaré, la Troisième République manque de personnalité forte. La stabilité ministérielle est chronique. 42 cabinets en 28 ans, soit une durée moyenne de 6 mois pour chaque gouvernement. S'il faut dresser la liste des facteurs qui ont contribué à l'apathie française à l'Allemagne, point l'idéologie pacifique a sa part de responsabilité entre les deux guerres. Dans l'enseignement public, le syndicat national dont les instituteurs est tout puissant. Pacifique et lors de ses congrès un sanglant et applaudi. Mieux vaut la servitude de la guerre, mais en même moment de l'autre côté du Rhin. Les maîtres allemands martèlent le discours contraire, dont la revanche. Héritier de Jaurès, l'idée de réconciliation franco-allemande est reprise par Aristide Briand ou Joseph Cailleux sur la base d'un programme de réconciliation. Mais ces hommes refusent de voir que la République de Weimar poursuit une politique nationaliste et qui sera portée politiquement à son paroxysme par Hitler. Au sein de la CGT, les pacifiques sont majoritaires, pareil au Parti socialiste,
et Paul Faure, son secrétaire général de 1920 à 1940, préconise l'engagement pour la paix. En 1933, les militants socialistes reprochent à leurs députés d'avoir voté le budget militaire. Léo Blum, la figure intellectuelle du socialisme, n'est pas en reste, comme par exemple le 15 mai 1930, dans le journal Le Populaire, il dit « Relativement à l'Allemagne, nous pouvons dès maintenant entamer le désarmement. » En marche, le Reich décide de mettre sur pied 36 divisions et que le gouvernement demandait à la Chambre de mettre le service militaire à 2 ans. Mais le 13 mars, à l'Assemblée, Blum dénonce cette proposition. Et que le 14 mars, toujours dans le journal Le Populaire, ce dernier proteste encore en disant des généraux effrayaient l'opinion en jouant de la menace d'une guerre éventuelle de l'Allemagne. En mai 1936, le Front populaire gagne les élections sur une promesse: le pain, la paix, la liberté. Le 14 juin, Blum est chef du gouvernement socialiste et radical, avec les communistes se contentaient du soutien sans participation. Le lendemain des élections, une vague de grève s'est déclenchée, mais Blum négocie et des accords signés à Matignon, comme l'augmentation des salaires avec les divers droits sociaux, et dès 1937, le radical Chantant succède à Blum. Le comportement des communistes français. Dès les années 1920, lors de l'affaire de paiement des réparations de guerre envers l'Allemagne, ils militent au nom de la solidarité avec les ouvriers allemands contre toute sanction à l'encontre du gouvernement de Weimar, et jusqu'en 1935, au Parlement français, le Parti communiste prend ses ordres à Moscou. Depuis 1920, l'URSS s'était rapprochée de l'Allemagne, rapprochement officiel par un traité commercial conclu en 1921, puis par le traité signé à Rapallo, Italie, en 1922. Le 13 février 1933, 2 semaines après l'arrivée de Hitler à la chancelier, le député communiste Jacques Duclos écrit dans le journal L'Humanité: « Les travailleurs d'Allemagne doivent savoir que leurs frères de France ne veulent pas qu'ils soient asservis par l'impérialisme français, et c'est pourquoi l'aide au peuple allemand qui veut se libérer, la lutte contre la guerre, ne se peut concevoir en dehors d'un combat de chaque jour pour briser le carcan de Versailles. » Le 15 mars 1935, par rapport au débat sur la loi sur le service militaire à 2 ans, le secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, avait déclaré devant la Chambre: « Nous ne permettrons pas qu'on entraîne la classe ouvrière dans une guerre dite de défense de la démocratie contre le fascisme. Les communistes ne croient pas au mensonge de la défense nationale. » Le 30 mars, Thorez donne ses consignes dans l'Humanité. « Nous invitons nos adhérents à pénétrer dans l'armée afin d'y accomplir la besogne de la classe ouvrière, qui est de désagréger cette armée. » Et un an plus tard, le 2 septembre 1936, alors que le Reich a réoccupé la Rhénanie, Thorez se livre à plaidoyer pacifiste devant l'Assemblée, à dire: « Il faut s'entendre avec quiconque veut la paix, avec quiconque offre une chance, si minime soit-elle, de sauvegarder la paix. Il faut s'entendre avec l'Italie en dépit de la dictature fasciste. Il faut s'entendre même avec l'Allemagne de Hitler. » Une droite française avec les monarchistes, majoritairement anti-allemands. Alors que la gauche s'incline au pacifisme et à l'antimilitarisme, la droite avec les monarchistes, par tradition, est patriote et aussi anti-allemand. Dès 1918, elles défendent une ligne de fermeté à propos des réparations de guerre. Sur ces mots, l'Allemagne paiera. Et au cours des années 1920-1930, dans le Parlement ou dans la minorité gouvernementale, l'esprit anti-allemand était incarné par certains hommes, comme Raymond Poincaré, Louis Marin, le général de Castello, André Tardieu, Georges Model, Paul Reynaud et d'autres aussi, classés à droite ou au centre droit.
L'Union nationale des combattants officiels, apolitique mais marquée à droite et plutôt anti-allemand, avec la Fédération nationale catholique des jeunesses patriotes, les Croix de Feu ou du centre de propagande des républicains nationaux aussi. Jacques Bainville, élu à l'Académie française en 1935, étant sur influence à toute la droite, ne cesse d'alerter contre la renaissance du Reich et publie ses articles à de nombreuses publications, mais en premier lieu à l'Action française, qui sont royalistes, et le journal est lu bien au-delà du public qui partage ses idées royalistes. Le journaliste, poète, écrivain et homme politique de l'Action française, Charles Maurras, qui considérait l'Allemagne comme le chien enragé de l'Europe, avec son mouvement qui affirme un anti-germanisme virulent. En avril 1930, le journal monarchiste publie une série d'articles qui constituent une des premières mises en garde contre le nazisme. Que le 7 mars 1936, lors de la remilitarisation de la Rhénanie, l'Action française est le seul journal qui réclamait une intervention immédiate et que même Maurice avait dit par rapport à Hitler que c'était un possédé. L'accord de Munich. En 1938, les accords de Munich constituent une évidente reculade devant Hitler. La gauche en majorité comme la droite aussi, sauf de rares exceptions, Model, Reynaud, Kerylis, étaient pour les accords de Munich, dans les chambres des députés qui rectifient à une écrasante majorité, 537 voix oui contre 75 non, signé par le radical Daladier avec la Chambre nationale socialiste du Front populaire. Si les communistes votent contre, c'est uniquement parce que l'URSS n'a pas été associée aux négociations de Munich et que la crise des Sudètes a commencé. Les syndicats des instituteurs et le syndicat des postiers de l'organisation de gauche ont lancé une pétition contre la guerre. Le Front populaire a peut-être lancé un programme de réarmement de 14 milliards de francs, mais rien n'est à la hauteur du péril allemand, avec le sentiment du vivre à l'abri de la ligne Maginot et surtout l'opinion, comme la classe politique, reste pacifique à l'époque en France. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo sur cette période de l'histoire de France et en Europe d'avant-guerre vraiment complexe vous a plu. Et je vais mettre des liens d'information en bas de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous pouvez la cliquer sur le pouce en haut, comme ça. N'hésitez pas à faire des commentaires, à le partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo aussi. Au revoir.